15e édition du Sommet des leaders de la finance, le grand événement de la finance en tant que levier stratégique pour bâtir nos champions d'aujourd'hui et de demain. Alors on a parlé M&A, nous avons parlé également restructuration, ESG, il y a beaucoup de sujets. Quand on parle de M&A, quand on parle de croissance externe, on ne peut occulter la PMI, acronyme pour Post-Merger Integration, ou en d'autres termes, comment intégrer les acquisitions de la meilleure façon à l'ensemble qui existe de l'acquéreur. À ma gauche, j'ai le plaisir, pour en parler, d'accueillir Ludovic Sicher. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour, vous êtes VP M&A, séparation intégration au sein de Safran, donc je vois qu'on aura aussi de la séparation. Merci Ludovic d'être avec nous. Mathieu Quiolet à ma droite, Chief Business Development and Integration Officer au sein d'Eurostar. Bonjour, c'est exact. Et Jérémy Miguer, Head of M&A and Integration, deux métiers, ex-Inetum et on n'en parle pas encore de la prochaine étape? On peut en parler, je rejoins un nouveau fonds de private equity spécialisé dans le software en tant que Head of Portfolio dans quelques semaines. Merci beaucoup Jérémy. Alors vous avez tous eu l'expérience d'une intégration, parfois plus ou moins forte. D'ailleurs, on vient de faire un sujet carve-out et je sais que chez Inetum, le carve-out vous aimez bien. Vous avez carve-outé l'IT d'El Corte Inglés notamment, opération extrêmement visible. On a 14 minutes. Qu'est-ce qu'on se dit sur la PMI? Est-ce qu'on fait peut-être chacun, enfin moi j'ai déjà fait, mais est-ce que vous faites peut-être chacun un statement fort sur le truc à faire ou à ne pas faire et on développe ensemble, on rebondit ensemble dessus? Ludovic, le Key Success Factor ou le truc à ne pas faire dans une opération, enfin dans un post-merger integration? À faire, gérer des personnes, toute acquisition, toute intégration, c'est people. Donc ça c'est à faire, à ne pas faire, ne pas communiquer et vivre caché. Et alors donc, pour le people, vous avez de l'intégration, on comprend, mais alors la communication, si on devait zoomer là-dessus, le deal en tant que tel, une fois qu'il est gagné en général, c'est plutôt quelque chose qui est communiqué en interne assez rapidement, mais c'est trop tard de communiquer au moment du deal, comment ça se passe? Exactement. En général, on peut communiquer uniquement au moment du signing. Alors dans notre industrie, en fonction des risques, on peut même retarder la communication post-signing. Mais en interne, c'est important d'avoir une équipe liée au business qui soit impliquée dans le deal très tôt dans le process. Donc il faut savoir communiquer aux bonnes personnes. Il faut évidemment avoir le support du management. C'est au management de gérer cette communication auprès de certaines personnes. C'est le sponsor, quoi. Exactement. C'est le sponsor du projet. Voilà. Mais si je peux me permettre, j'imagine que le business est même dans le deal, pré-deal, enfin dans l'identification, dans l'origination, dans la priorisation des targets et derrière dans les auctions. Alors nous, en fait, si on part du début, donc on se dit qu'il y a un deal à faire, on en discute uniquement avec le top management. On se dit, ah ouais, ça vaut le coup de passer un petit peu de temps dessus, ok, on va commencer à faire venir une personne du business en plus, part-time, qui va donner quelques éléments. Là, on commence les travaux de letter of intent, on l'envoie, c'est accepté. Là, on se dit, ok, on va rentrer en phase de due diligence, on augmente encore l'équipe, même au niveau du business. Et donc là, évidemment, il y a un certain nombre de NDA qui sont envoyés en interne. Toutes ces personnes-là, qui sont des personnes opérationnelles, vont venir compléter les équipes de due diligence classiques. Ce sont très souvent des consultants. Et après, au moment du signing, là on se prépare à communiquer. Je disais que c'est très important parce que je pense qu'il faut communiquer très tôt auprès de l'entreprise qui va être achetée. Il faut savoir gérer le risque. Au-delà des échanges avec les ORP et les infomémos, quoi. Exactement, il faut les prendre en compte. Il faut les prendre en compte évidemment, mais si on laisse, il y a forcément des rumeurs. On va visiter des sites. Les gens vont se dire, oula, attends, qui sont ces personnes-là? Oula, personne n'en a parlé, c'est pas dans l'agenda. On met pas le t-shirt Safran. Exactement. Il y a 2 semaines encore, là, on était, j'étais aux US, on m'a bien dit, surtout, aucune identification de Safran. Voilà. Donc là, bon, d'accord, alors que pourtant, c'est un deal qu'on a signé. Donc, je pense pas que c'est une bonne pratique. Au contraire, je pense qu'il faut être plutôt transparent parce qu'il n'y a rien de pire que des rumeurs. Ça déconcentre, ça fait perdre de la valeur à l'actif. Et alors, pour l'intégrer, ce sera encore moins sympa. Mathieu, qu'est-ce que ça évoque chez vous, ce sujet communication? Et puis après, on vous laisse rebondir sur le point d'après. C'est un sujet qui est crucial, parce qu'en fait, la culture est un sujet crucial quand on marie 2 entreprises, et on a trop tendance à penser que c'est un sujet qui va se faire tout seul. Or, c'est pas vrai. À la fois, on peut avoir des sujets de nationalités différentes, mais je dirais que ça, c'est le plus évident. On oublie souvent aussi qu'on n'a pas les mêmes pratiques managériales
chacune des deux entreprises et qu'en réalité, la manière dont on prend une décision n'est pas la même dans chacune des deux entreprises. Et donc, il faut qu'on arrive à travailler là-dessus et donc il faut en faire un sujet avec les équipes en leur demandant de définir en fait elles-mêmes les nouvelles règles du jeu et qu'ensuite elles puissent construire ensemble la suite de cette nouvelle entreprise. Communication, pour ajouter quelque chose, une question qu'on a eue pendant le panel, qui est les équipes qui vont intégrer. Donc on ajoute une centaine de personnes à une BU, prendre aussi en compte le fait qu'on ajoute une charge de travail aux équipes existantes pour que l'intégration se fasse bien. En plus de la communication et de la préparation de l'intégration. Et de commencer le plus tôt possible dans la due diligence et dans le deal, à commencer à penser l'intégration, à coacher, comme Mathieu vient de le dire, les managers qui rejoindront l'entreprise pour qu'ils soient le plus au courant de la culture et des pratiques managériales. On parle de culture, qu'elle soit culture géographique ou culture managériale. On parle aussi souvent des 100 jours de faire. Et alors, moi je trouve qu'il y a un consensus global que j'entends des dirigeants, des hommes et des femmes dirigeantes, voire des M&A, qui est faut aller vite. Il faut aller vite quand on intègre, il faut taper dans la fourmilière, il faut foutre le bordel et voir ce que ça donne parce que derrière, après, si on laisse les choses s'installer, c'est très compliqué. Mais je trouve que ce consensus, bien qu'étant violent, on peut le comprendre, mais est-ce que ça vous parle, vous, au quotidien, dans ce que vous faites? Est-ce que vous partagez cette conviction de il faut aller très très vite dans la réorg et pourquoi? Ouais. Non, pour moi, la question de la vitesse, c'est plus protéger le business as usual, dont on a beaucoup parlé. Donc, au moins longtemps, les questions d'intégration de fonctions support, par exemple, traînent, et les questions d'outillage, de RP, IT, etc. Au moins longtemps, on risque de disrupter, pour faire le chiffre anglais, le business. Donc, je pense que les questions de rapidité et de vitesse ont plus à voir avec la disruption potentielle créée par l'intégration. Okay, donc, la rapidité pour préserver le business as usual. Et je pense qu'il faut prendre. Puis il y a un truc qui est assez classique dans tous les changements, c'est qu'en fait, l'esprit humain n'aime pas trop d'être dans le flou. Donc plus on est rapide et plus on est clair, plus c'est facile. Mais ensuite, ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement faire votre intégration de manière très rapide. Nous, en l'espèce, elle a été plus longue parce qu'on avait un certain nombre de process très longs à intégrer. Mais en revanche, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de faire des étapes. Et donc un peu comme dans un marathon, on avait des étapes et voilà, on ne disait pas c'est fini dans 3 ans, mais dans 6 mois on va voir ça, dans 6 mois on va voir ça, dans 6 mois on va voir ça. Sauf qu'un marathon avec des sprints finalement. Voilà. Moi, je vais modérer un peu ces propos. Récemment, on a acquis une entreprise aux États-Unis, une entreprise de 600 personnes, de réparation de moteurs. La fameuse dont vous étiez il y a 2 semaines. Tout à fait. Ouais. Et j'étais aussi... Non, pardon, non, c'est encore une autre. Non, il y a 2 semaines, c'était plutôt de l'ordre du milliard. Cette entreprise, non, celle-là, elle est à Cleveland, là où il fait très très froid en hiver. Surtout pas y aller en hiver. C'est une entreprise qu'on a achetée à des fondateurs, des personnes. Cette personne-là, elle a commencé, elle a créé ex nihilo une superbe entreprise. Donc un vrai primaire. Ouais. Et cette personne-là, pourtant on est aux États-Unis, c'est une personne qui fait extrêmement attention à ses employés. Et donc là, ce qu'on a dû proposer en termes de timing, c'est une fois qu'on a clos, on va passer énormément de temps à se comprendre. Et en fait, ensemble, on va identifier les quick wins et on va identifier ce qu'on va changer et ce qu'on ne va pas changer. Donc ça, c'était une approche. Donc là, on s'est dit, non, prenons le temps de se connaître. On en revient au sujet culturel. Ce sont des ingénieurs, ce sont des mécaniciens. Il faut qu'on les rassure. On a un gros mammouth, c'est une petite boîte agile, il faut qu'on les rassure. Donc ça, c'est le premier cas. L'autre cas qui est plus spécifique à notre industrie de l'aéro, on a des processus de validation par les autorités aéronautiques ou le DOJ aux États-Unis pour les investissements étrangers, qui sont des processus qui sont extrêmement longs. Donc même si on veut aller vite, on ne peut pas aller vite. Mathieu, votre point à vous, on a parlé com, on a parlé culture. Est-ce que vous avez un truc vous nous avez dit attention, prendre en compte les différences et faire en sorte que. Quel est le truc à ne pas faire? Je crois qu'il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas s'interroger suffisamment en amont sur la raison pour laquelle vous faites cette fusion. Est-ce que c'est vraiment la fusion qui est la meilleure idée? Est-ce que vous auriez pu faire un partenariat, un accord commercial? Et veiller à ce que tout le monde soit aligné sur les raisons pour lesquelles on fait cette fusion. L'alignement des actionnaires entre eux et l'alignement des actionnaires et du management. Ça, c'est absolument fondamental. Parce que sinon, en fait, vous n'arriverez jamais à combler en aval ce qui n'a pas été pensé en amont. Donc là, on parle, au-delà des raisons stratégiques qui peuvent déclencher une telle prise de position, une acquisition, c'est
le storytelling rationnel, stratégique de pourquoi on le fait. Parce que bon, prendre 20 points de part de marché en Allemagne, fine, mais ça suffit peut-être pas, il y a peut-être d'autres choses. Non, ça suffit pas, et puis c'est pas avec ça que vous allez embarquer des équipes. Nous, par exemple, ce qu'on a tout de suite dit et partagé à tout le monde, c'est qu'on allait créer le premier train capable d'aller à grande vitesse, capable d'aller dans 6 pays dans le monde, et que tous ceux qui allaient participer à cette opération s'en souviendraient dans 35 ans, parce que c'est quelque chose d'unique, qui n'a jamais été fait dans l'histoire du ferroviaire. Bah, si vous dites ça, forcément vous embarquez plus, ça ne veut pas dire qu'à côté, vous ne pouvez pas dire aussi combien vous allez gagner en part de marché. Mais il faut l'ensemble des composants de ce récit. La vision, justement, est-ce que allez, utilisons peut-être des mots qui sont pas forcément, on va dire justes, mais qui sont peut-être ressentis par une partie des gens qui intègrent un grand groupe. Est-ce que le vaincu se laisse facilement convaincre? Et quand je parle du vaincu, c'est pas forcément le cédant actionnaire, celui ou celle qui a trouvé un terrain d'entente avec l'entreprise qui fait l'acquisition, mais une patronne de BU, un mécanicien, un directeur commercial, quelqu'un qui est vraiment sur le terrain en front. Comment est-ce qu'on fait justement pour vraiment sortir de vous, nous, alors mais vous c'est comme ça, nous c'est comme ça, et avancer d'une traite? Il y a le storytelling qui est très clair, on vient d'en parler, c'est super bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que ça, je pense que les gens qui nous regardent, les casques bleus, les casques rouges, ils vivent avec ça. Opposés au changement, opposés au deal. La grande majorité sont relativement neutres au début. À nous d'aller les convaincre des bienfaits de cette transaction. Et Ludovic a retrouvé c'est bon. C'est dur de vieillir et de voyager un petit peu trop. Non, c'est l'humilité. Effectivement, il faut savoir être humble. Nous, on est dans des entreprises où on achète des personnes, des ingénieurs, des gens qui sont très intelligents. Et donc il faut savoir être humble, parce que s'ils sont là où ils sont, s'ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est pas le hasard, c'est pas le fruit du hasard. Et si on les achète, c'est pas non plus le fruit du hasard. Donc non, il faut les comprendre, et si on veut vraiment faire ce 1+1, il faut pas arriver en disant voilà, mon process c'est ça et tu vas l'appliquer tout de suite. Mon IT c'est ça. L'IT ça fonctionne jamais très. On a certains défis d'un point de vue IT. On adore tous notre service IT. Exactement. Donc voilà. Ex-Inetum. Et avoir des chefs de projet qui ont ces valeurs d'humilité. Je pense que c'est un élément aussi, c'est un facteur clé de succès. Je rejoins totalement, et je pense que la meilleure manière pour les hommes et les femmes de l'entreprise de rejoindre véritablement le projet, c'est d'y participer. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut leur passer les clés du camion, et parce que c'est eux qui savent. C'est eux qui ont créé la valeur des deux entreprises et qui ont su faire de ces deux entreprises un succès. Donc il faut les mettre dans une pièce ensemble, il faut qu'ils définissent leurs nouvelles règles du jeu, et qu'il faut qu'ils écrivent une nouvelle page, qui va être la page de la nouvelle entité qui vient d'être créée. Aussi d'accord, ouais. Et utiliser des sortes de change champions, des gens qui vont être supporters du deal, pour communiquer de façon un peu plus informelle que nous qui sont partis des équipes d'intégration, sur les bienfaits, sur les frustrations, des gens qui ont eu cette expérience déjà auparavant, qui vont dire c'est normal, il y a 6 mois un peu tendu, et qui vont aller coacher des gens qui sont peut-être un peu plus fragiles sur ce changement. Allez, je pose une dernière question, un peu débat, il nous reste 1 minute. Donc ça va être débat un peu chaud, mais ça dure pas longtemps. Est-ce qu'il faut qu'une équipe intégration soit indépendante du service M&A ou pas? Non. Oui. Non, il faut qu'elle soit intégrée. Non. Qu'elle soit intégrée dans l'équipe M&A. Les deux doivent fonctionner ensemble. Il faut que l'équipe intégration elle ait pu donner des éléments qui vont être utilisés dans le SPA. Il faut que le SPA prenne en compte les sujets d'intégration. Qui plus est dans un carve-out dans l'autre sens. Indispensable. Sinon, à nouveau, ce sera un échec. Idéalement, les équipes de due diligence font partie de l'intégration aussi. Qu'il n'y ait pas de... François a identifié des synergies qui sont pas réalisables maintenant. C'est une équipe qui fait le boulot et... Mathieu ? Je rejoins totalement. Gros débat. En 1 minute. Pas de débat. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir bien voulu passer un peu plus de temps avec nous. Pour ma part, je vous retrouve dans un instant pour continuer sur le débat. On va parler processus financier, l'avenir des processus financiers dans un instant. Vous êtes sur Bismart. Merci à tous.